6h48, elle a fait son petit pudding, 285 francs. Ah, ben elle est un peu chaude. Oh, j'ai rien à dire, mais enfin, l'insémination artificielle à 17h38 aujourd'hui serait pas mal. Et puis le téléphone sonnera à 2h du matin, Rosette est en train d'accoucher, ça se passe mal, mais tu fais ce que tu veux. Et tout d'un coup, on se dit, mais attendez, on est à l'an 1 de l'agriculture, on est à l'an 1 de l'élevage. Il y a d'immenses progrès qui sont à venir. Et donc, c'est vrai qu'on est en train de passer d'une agriculture Bac-5 à une agriculture Bac+10. Et je dis oui, c'est vrai qu'on a appris aux agriculteurs la mécanique, puis on leur a appris l'électronique, maintenant il faut leur apprendre la microbiologie, c'est évident. Et donc, si on augmente beaucoup la main-d'œuvre dans l'agriculture, c'est pas pour arracher les herbes. Comme il l'a bien dit, arracher les herbes, il y a les robots pour ça, mais il ne faut pas exagérer, quoi. C'est pour se prendre la tête. Parce que c'est vrai qu'on passe d'une agriculture mal au dos à une agriculture prise de tête. C'est très compliqué, mais c'est absolument passionnant. Et c'est grâce à ça que les Français pourront encore produire de la nourriture, parce que je vous rappelle qu'il y a plein de gens qui font ça pour beaucoup moins cher que nous. Mais comme c'est très compliqué, c'est justement notre spécialité, la prise de tête en France, et résoudre les problèmes ensemble. Donc on va y arriver. Mais je ne suis pas sûr que les politiques et les urbains aient réalisé à quel point on est à un tournant total de notre relation avec la nature. C'est le tournant de la connaissance enfin. Voilà. Pour terminer sur un message optimiste. Jean-Marc Rodou, vous avez aussi un message d'optimisme à nous donner? Ou pas? L'agriculture française a su relever les défis. Et je crois que le défi qui est devant nous, effectivement, est très important. Et on saura le relever. Je vous dis, on a été fiers l'année dernière, effectivement, quand on a été mis en avant, justement, c'est comment recréer du lien, en fait. On a besoin, nous, professions, parce qu'on est de moins en moins nombreux, donc il y a des distances et il y a une plus importante entre nous et les consommateurs, nous, entre autres, mais on en fait tous partie. Et l'année 2020, justement, a remis un peu, comment dire, l'agriculture au centre des préoccupations, parce que quand il y a eu le confinement, il fallait manger, bien sûr, comme tous les jours, et les magasins, il fallait qu'ils se remplissent. Alors, ils sont remplis par nous, producteurs, les transformateurs et aussi les transporteurs. Et donc, on a pu le voir, il n'y a pas eu de grande pénurie l'année dernière, à part les pâtes et la farine, au tout début, où les gens ont stocké. Le PQ, je ne sais pas pourquoi. C'était le troisième, ça ne se mange pas, mais voilà. Et en fait, ouais, ce qui m'a fait dire aussi l'année dernière que je pense que les souris, dans certains ménages, je pense que les souris mangeront plus de pâtes que celui qui les a achetés, que les stocks qui ont été faits. Mais on a, alors, il y a eu des pénuries derrière, effectivement, et je vais vous citer l'exemple de la farine, c'est que pourquoi il y a eu des pénuries de farine l'année dernière en France? C'est pas qu'on manquait de farine, c'est qu'on manquait de sachets pour l'emballer. Parce qu'en fait, la farine française, elle est à 60% pour l'industrie de pâtisserie et de boulangerie, elle est à 35% pour la boulangerie traditionnelle, et elle est à 5% pour la farine que l'on achète en sac de 1 kg ou 3 kg. Et en fait, l'année dernière, en moins de 8 jours, les gens se sont rués dans les magasins pour rafler tous les kilos de farine, et la consommation a explosé, a été fait x2, x3, x4 en moins d'une semaine. Et vous avez tous les minoteries ont beau mettre en 3-8 leur ensachage, à un moment donné, ils n'avaient plus de sachets. Certains n'avaient pas de salariés, mais ça s'est pas trop mal passé de ce côté-là. Mais il n'y avait plus de sachets pour emballer la farine. Donc, je vous le dis, oui, comme je vous le disais, l'agriculture a su répondre à tous les défis qui ont été relevés, aux attentes sociétales. Ce qu'on a besoin, c'est de reconnaissance, et dans nos nouveaux métiers, que ce soit alors, la méthanisation, telle que vous avez pu le voir hier, c'est de recréer du lien. Alors, il se fait plus de ventes directes qu'il ne se faisait. Là aussi, ça permet aussi de recréer du lien. Allez, je vais vous donner une anecdote. Je me souviens un jour, et les gens ont besoin de savoir l'origine du produit. Et puis, donc par rapport à ça, c'est pour ça que
On est un pays agricole, on a une gastronomie très importante et j'espère la garder. Eh bien, donc l'agriculture a un avenir et un bel avenir devant elle. Merci. Bon, il n'y a pas de conclusion après ça. Hein. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de frustré dans la salle qui voudrait poser une question? Oui. Attendez. Oui, je voulais juste poser une question. Bruno nous a dit qu'on allait entrer dans l'agriculture Bac plus 10. Et monsieur, je ne sais plus, Renaud, nous a dit que le beurre échiré n'avait pas d'OGM, ce qui le rendait certainement beaucoup plus vendable. Le Bac plus 10, alors que tu es très enthousiaste avec les vaccins, l'ARN et tout ça, ça inclut ou non les OGM? Alors, je vais encore me fâcher avec Marc. Les OGM, à coller ces deux mots au pluriel, c'est une escroquerie intellectuelle. De quoi tu parles? Très bien. Je vous signale que entre le tiers et la moitié des nouveaux médicaments qui sont mis sur le marché, c'est du génie génétique, c'est des OGM. Je veux dire, on soigne les diabétiques avec des OGM. Voilà. Ah, sauf qu'à l'hôpital, on dit « Ah oui, mais docteur, j'ai mal et j'ai peur, vas-y, injecte-moi. » Bon, ok. Enfin, il y en a qui ne veulent pas se faire injecter le vaccin, mais enfin bon. Alors que, dans l'assiette, on dit « Mais moi, je mange bien, je veux pas des OGM. » Bon. Mais il y a OGM et OGM. De quoi tu parles? Du temps où j'étais éditeur, j'avais publié un livre qui s'appelait « Du poisson dans les fraises ». Parce que je m'étais aperçu qu'il y a des gens qui avaient eu quand même l'audace de dire « Je vais prendre des gènes de poisson pour le mettre dans les fraises, comme ça les fraises seront résistantes aux gènes ». Ça, c'est complètement cinglé. Voilà. Maintenant, mettre un gène de pomme de terre dans un gène de pomme de terre pour accélérer le mariage de la pomme de terre, ça me choque absolument aucunement. Ça dépend de ce qu'on veut. Mais surtout, soyons clairs, les OGM occupent beaucoup de débats. C'est un petit phénomène dans les problèmes de l'agriculture. Le vrai problème de l'agriculture, c'est celui qui l'a dit. C'est comment on utilise le soleil, comment on utilise le carbone, comment on utilise l'azote, comment on utilise l'eau, comment on utilise les symbioses entre les plantes, comment on utilise les bactéries et les champignons, comment on passe des alliances avec la nature. Alors accessoirement, il y en a qui manipulent un peu, mais le problème de l'agroécologie intensive est bien plus important, bien plus déterminant pour l'avenir de l'humanité que de savoir si M. Monsanto a fait une nouvelle plante compatible avec le glyphosate. Bon, on se fixe énormément là-dessus, mais le labour est une atteinte à la planète qui finalement, compte tenu de ce qu'il a dit, vous avez compris, est bien plus importante encore que tous les produits chimiques. Je veux dire, c'est une atteinte directe à toute la vie du sol, et la vie du sol, c'est fondamental, c'est une atteinte directe à la captation du soleil, et la captation du soleil, c'est fondamental. Donc, oui, il peut y avoir des débats, et de toute façon, grosso modo, le débat est réglé. Hein. En Amérique, OGM 1, anti-OGM 0, et en France, moustachu 1, OGM 0. Donc, en fait, il n'y a qu'à se laisser pousser la moustache. Bon. Le problème de la France, en gros, c'est de dire on sait ce qu'on veut pas, on veut pas d'OGM, mais on dit pas ce qu'on veut. On voudrait que tout continue comme avant. Mais c'est absolument pas possible que tout continue comme avant. Les ressources s'épuisent et la planète se réchauffe. Donc, faire de l'agriculture comme papa, c'est être sûr de se gourer. Quand on change, on prend un risque. Mais ne pas changer dans un monde qui change à toute vitesse, là, c'est sûr de se planter dans le mur. Donc, c'est bien, il faut absolument y aller. Il faut absolument expérimenter, et c'est un modèle totalement différent, parce que ce qu'ils nous proposent, ce n'est pas une agriculture, c'est 35 000. C'est évidemment pas la même agriculture à Caen et à Carpentras, ni à Mulhouse, ni à Colmar. C'est quasiment une agriculture par champ, une agriculture en tous les cas par village et par bassin versant. Donc l'idée de dire on attend qu'il y ait une molécule qui nous sauve la mise, c'est fini. Maintenant, il faut maximiser les forces de la nature dans chaque champ.
faut que chaque agriculteur redevienne un expérimentateur. Bon, il faut que les sachants restent modestes au commencement et qu'est-ce qui marche dans ce champ-là? Ce n'est pas forcément ce qui marchera dans l'autre. Mais si en plus maintenant les sachants vous disent ben je sais, le cocktail de bactéries du champ de Martin, il n'est pas du tout le même que le cocktail de bactéries du champ de Simone. Et donc on va faire des bactéritothèques pour bien comprendre comment ça marche dans chaque champ. Voilà. Mais moi je reste fondamentalement optimiste. L'homme et la femme n'ont pas dit leurs animaux. Bien. Vous voulez rebondir, monsieur ? Alors, j'ai envie de vous poser une question de vieux con. Toutes les questions sont faites. Ah oui. On a une génération, la génération Greta Thunberg, pour la 2B, qui manifeste pour le climat, qui soi-disant est vraiment la plus mobilisée. Mais en même temps, c'est celle qui change de téléphone au moins tous les 2 ans. C'est celle qui va à l'autre bout du monde très souvent. Et c'est celle qui mange des double cheeseburgers. Des double cheese plutôt que le jambon. Comment est-ce qu'on fait avec cette contradiction? Est-ce que, alors vous n'êtes pas des spécialistes de l'éducation, mais comment est-ce qu'on affronte cette contradiction? Parce que c'est quand même cette génération-là qui va faire le monde de demain. Et elle n'a pas l'air très consciente des enjeux climatiques, à part pour aller manifester, pour dire la main. Bon allez, je vais refaire, je suis un incorrigible optimiste. La première fois que j'étais en Allemagne et que j'ai vu qu'ils triaient leurs poubelles, j'ai dit ça c'est les Allemands. Jamais le Gaulois triera ses poubelles. Bon, on s'y est mis. J'étais directeur de l'ESA quand ils ont dit allez maintenant, terminé, on ne fume plus dans les bâtiments. J'ai dit ça c'est pas possible, il va y avoir une manif des cafetiers, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est passé comme une lettre à la poste. Il n'y a pas un seul cafetier qui a fait une manif parce qu'ils ont augmenté leur chiffre d'affaires. Moi, il y a belle lurette que j'allais plus au café, c'était en fumée. Ça me faisait passer le goût du café. Je suis retourné au café quand enfin les cafés n'étaient plus en fumée. Et donc, ces 2 exemples m'incitent à dire, dans le changement le plus lent, c'est le changement dans la tête. Une fois qu'on a changé dans la tête, on peut changer de comportement un peu plus rapidement. Et j'étais diplômé de l'école des mines de Paris en 1972. On ne m'a jamais dit que la planète se réchauffait et on ne m'a jamais dit que les ressources s'épuisaient. En termes d'épuisement des ressources, le discours de l'école des mines en 1972, c'était « il n'y a plus de mines en France, tu verras du pays ». Ça paraît incroyable, hein. J'ai l'impression d'avoir été du temps Bergès et de Torix. Bon, maintenant, il n'y a pas un seul diplômé Bac plus 5 en France à qui on n'a pas raconté, attendez quand même, la planète se réchauffe, et les ressources s'épuisent. Il va falloir produire plus et mieux avec moins. C'est vachement compliqué, mais c'est intéressant. Donc, il est possible, quand même, qu'on assiste à des changements de comportement plus rapides qu'avant, parce que quand même, cette idée maintenant, alors je suis d'accord, il y a un ministre de l'Éducation qui nous a fait reculer de 10 ans avec son climato-sismique. Enfin maintenant, il n'y a pas un seul jeune, quasiment, sauf les gens de Canon, etc., et bon, qui disent c'est pas vrai, la planète ne se réchauffe pas. Bon, et donc, c'est vrai que moi j'habite à Angers, j'ai 73 ans. Je dis la planète va me terminer peinard. La douceur angevine, ça va le faire. Il se trouve que je suis l'heureux grand-père de 7 petits-enfants. Tous mes 7 petits-enfants vivront en 2100. Et quelque part, je ne peux pas les regarder les yeux dans les yeux sans rien faire. Je dis, mais attends, moi, ça va, mais eux, dans quel monde ils vont vivre? Ça va être à feu et à sang. Bon. Et moi, j'espère qu'il va y avoir des changements de comportement rapides, parce que l'essentiel maintenant est installé dans les têtes. Alors c'est vrai qu'avec le Covid, on a eu une espèce de recul de la rationalité qui est quand même vachement préoccupant. J'imagine que vous tous, qui êtes des gens à peu près cartésiens, etc., vous êtes navrés comme moi. Je veux dire, c'est affolant, cette espèce de folie complotiste, irréaliste. Bon, enfin, j'espère qu'on va surmonter ce truc-là. Et bon, c'est vrai que le fait que le pire soit devenu président des États-Unis, ça ne nous a pas aidés. Bon, enfin bon,
c'est revenu. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que M. Trump est toujours le président des États-Unis. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent dur comme fer, que M. Biden, c'est un acteur qui joue dans une fausse Maison Blanche qui est installée dans les montagnes rocheuses et qui est filmée par Hollywood. Donc au bout d'un moment, quand même, j'imagine que tout ça va se tasser. Et donc moi, je pense qu'il est possible qu'on voit des vrais changements de comportement dans les 10 années qui viennent. Le pire n'est pas assuré. Bien. Alors, je crois que Jean-Paul Joux va faire la synthèse de ce qui s'est dit là. Non, c'était une blague. Voilà. Des informations précises à vous laisser.